il faut restructurer le secteur bancaire à travers un plan réaliste. Ça, c'est aussi important. Vous voulez me dire que l'effondrement du secteur, la faillite, l'effondrement est bien planifié? Cibler le secteur bancaire était planifié, certainement. C'est pour éviter la responsabilité du pouvoir, des partis au pouvoir, des gouvernements successifs. En faveur de qui? Le pouvoir ne peut pas agir comme étant un observateur lointain qui est assis en Australie et qui soudainement, en octobre 2019, a écouté à la radio a découvert qu'il y avait une crise au Liban. Mais non. Ce sont les gouvernements successifs qui ont dilapidé les dépôts bancaires à la Banque du Liban. Ce sont les gouvernements successifs qui se sont endettés de la Banque du Liban. Ce sont les gouvernements successifs qui n'ont pas respecté le code de monnaie et du crédit. Et spécialement dernièrement, depuis le début de la crise, qui ont ignoré totalement l'article 113 du code de la monnaie et du crédit, qui dit que très clairement, que si la Banque centrale subit des pertes, le ministère des Finances doit couvrir ces pertes. De plus, il faut prendre en considération un rapport très important qui a été publié en février par la Bank of International Settlements, qui est la banque des banques à travers le monde, et qui a dit que si il y a un nombre de plus en plus de banques centrales qui subissent des pertes, mais ça ne veut pas dire que si les banques centrales subissent des pertes, elles ne doivent plus assumer leurs responsabilités et continuer leur travail de façon normale. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est normal qu'une banque centrale subisse des pertes, mais elle n'est pas une entité commerciale, donc on ne peut pas la traiter comme une entité commerciale. Mais malheureusement, au Liban, depuis le début de la crise, on a essayé de traiter la Banque du Liban comme une entité commerciale qu'il faut liquider. Et il y a 3 scénarios pour 2024. Le premier scénario, c'est le maintien du status quo actuel. Et moi, je donne une probabilité de 40% pour le maintien du status quo actuel, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le deuxième scénario, c'est l'élargissement de la guerre, comme les Israéliens nous promettent fréquemment. Et je donne aussi une probabilité de 40% pour l'élargissement de la guerre. Le troisième scénario, c'est un cessez-le-feu durable et je donne une probabilité de 20%. Dans le premier scénario, le maintien du statu quo, je prévois une contraction de 0,5% en 2024. Ça dépend de la saison touristique. Ça va dépendre de la saison touristique. Le deuxième scénario, je prévois une contraction de 10 à 15% de l'économie. Et le troisième scénario, je prévois une croissance positive, un rebond de l'activité économique, un choc positif. Donc, si le plus tôt on a un cessez-le-feu, le plus tôt on va pouvoir voir les résultats de ce cessez-le-feu et le choc positif. Donc, on ne peut pas parler d'une seule possibilité. Il y a ces 3 scénarios. Et c'est un peu tôt pour mettre un chiffre sur les pertes économiques. Moi, je peux vous assurer que l'activité commerciale au Sud a rétréci de 75%. Voilà le procureur général par intérim près la Cour de cassation, le juge Jamal Jarrah. Aurait-il raison des dérapages judiciaires de la procureure générale près la Cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun? Quels sont les scénarios possibles? Expliquez-nous cette affaire, s'il vous plaît. Alors, Ghada Aoun, comme magistrat libanais, est au cœur d'une série de controverses et des litiges juridiques marqués par des décisions qui sont prises en son encontre par des instances judiciaires et disciplinaires. Ces événements, pour sûr, ont eu des répercussions sur son statut et ses responsabilités professionnelles. Je peux commencer par citer un aperçu de la situation juridique de juge Ghada Aoun. On peut commencer avec la décision qui a été émise le 15 avril 2021 d'après le procureur général de la cassation, Ghassan Aouedat, qui a pris une décision pour suspendre les activités de Ghada Aoun en avril 2021 en raison de performances insatisfaisantes et d'erreurs graves. Je peux souligner une autre décision qui est le 22 février 2023, qui a été aussi prise par le Premier ministre, qui a souligné les violations de juge Ghada Aoun pour beaucoup de règles. L'importante décision, c'était en 4 mai 2023, qui était une décision qui a été émise du Conseil disciplinaire de la magistrature. Le Conseil disciplinaire de la magistrature a ordonné la destitution de Ghada Aoun de ses fonctions judiciaires. Ghada Aoun a fait appel
pour cette décision aussi, et maintenant devant la haute commission de discipline en mars 2024. La dernière décision qui a été émise par le juge Hajar, que vous avez été en train de parler de ça, cette décision aussi a été, le juge Hajar a émis aussi une déclaration dans les médias, il était en train de parler des raisons de cette décision. Mais je dois souligner aussi une décision qui est très importante. C'est une décision qui a été, c'est le procureur général de la République a déposé une plainte contre Radaoun en l'accusant des délits criminels. C'était en avril 2021. OK? Alors, mais cette affaire n'a pas été poursuivie jusqu'à présent en raison de manque de composition de l'autorité générale de la Cour de cassation. Très bien. Le 6 juin, c'est la dernière décision qui a été le 6 juin, c'était le procureur de cassation a pris une décision similaire à celle de son précédent et en restreignant les activités de Radaoun. OK? Si je veux parler maintenant à propos des voies de recours qui sont ouvertes à Radaoun. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ça c'est très important. Concernant deux choses, on peut souligner deux choses maintenant. Concernant la décision du Conseil disciplinaire de la magistrature, elle a fait appel déjà de la décision du Conseil devant l'autorité disciplinaire suprême de la magistrature. Elle tente également de retarder le processus en intentant une action en justice contre le président du Conseil supérieur, juge Aboud. Concernant la décision du procureur de la République, la dernière décision, Radaoun n'a pas la possibilité de faire appel, étant donné que ce dernier, juge Hajar, occupe la position du chef du parquet. Cette mesure demeurera en vigueur jusqu'à l'ordre soit rétabli au parquet d'appel du Mont-Liban ou jusqu'à une nouvelle directive contraire soit émise.